parti. C'est tout bon, c'est lancé. OK, super. Eh ben, bonjour à tous et bienvenue donc pour ce webinaire sur la gestion de projet au cœur du métier de conseil. Donc, on est ensemble pendant 1 heure jusqu'à 19h30. Alors, pour les modalités pratiques, je vous invite effectivement à couper votre micro pour qu'il n'y ait pas de bruit de parasite, mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans la partie conversation. On prendra un temps donc à la fin de ce webinaire pour répondre à toutes vos questions. Alors, très rapidement, avant qu'on se présente tous, l'objectif de ce webinaire expert, c'est d'échanger sur une thématique qui est d'actualité, sur la gestion de projet et le métier du conseil, comment les 2, comment tout ça s'emboîte. Et ensuite, on sera là pour vous partager des infos, des conseils pour les étudiants ou les diplômés qui veulent travailler dans tout ce qui est gestion de projet, conseil ou peut-être se reconvertir dans ces secteurs-là. Et on gardera, comme je vous le disais, un temps à la fin pour les questions-réponses. On n'y répondra pas au fur et à mesure pour ne pas casser le rythme du webinaire et aussi parce que probablement on y répondra peut-être en cours de route. Mais n'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions dans la partie conversation. On répondra à tout ça, à toutes vos questions ensuite. Alors aujourd'hui, on a la chance, d'accueillir donc, Béatrice Duménil, Laurent Ozano, Édouard Masson et donc, moi-même j'anime ce webinaire. Je vais laisser, chacun se présenter brièvement. On va commencer, par, Béatrice, si tu veux bien te présenter. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Béatrice Dumény, je suis donc directrice du master en management, master spécialisé management, master en management et compétences internationales. Donc, je dirige ce master depuis plusieurs années. Donc, c'est un master qui est voué à préparer les étudiants de profils très différents pour pouvoir évoluer dans des secteurs et des métiers très variés, dont beaucoup en consulting et en gestion de projet. Et aussi à Audencia, donc je suis responsable des langues et je travaille aussi beaucoup sur le développement personnel, la communication et les gestions de projet dans les modules. OK, super. Merci beaucoup Béatrice. Alors je passe la parole, à Laurent, si vous voulez bien vous présenter. Bien sûr, bonsoir à toutes et à tous. Donc Laurent Ozano, c'est une année importante pour moi parce que j'ai 60 ans cette année. Bon anniversaire. Merci. Oh, j'ai encore un peu de temps, mais D'accord. et donc j'ai une formation un peu atypique parce que j'ai commencé par une école hôtelière à Strasbourg et puis ensuite un master ESSEC, un double master en ESSEC et Université de Cornell aux États-Unis. Et j'ai rejoint la société Sodexo en 1990 avec en tête l'idée d'y travailler pour 2 ou 3 ans. Et puis finalement, j'y suis resté 30 ans, ce que je ne pensais pas au départ, dont 27 ans à l'étranger, entre le Congo, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Indonésie, Singapour. Mais comme vous le voyez sur la carte, avec les pays en bleu foncé, des pays où j'ai eu soit une gestion directe au sein de la région des régions dont je m'occupais, soit de la gestion de projets dans d'autres pays. Mon activité, c'était donc une activité de service et de projet, de rechercher, de développer de nouveaux projets, en particulier, et on le voit sur la carte, dans des endroits et des pays un peu atypiques. Aujourd'hui, j'ai plus une activité de conseil et j'accompagne des entreprises en transformation. Et également, j'ai la chance, le plaisir de donner quelques cours à Audencia dans le cadre du programme dont Béatrice s'occupe. Voilà quelques images de zones géographiques, de pays d'environnements dans lesquels j'ai pu travailler. J'en suis pas particulièrement fier, mais j'ai fait un total de 156 fois le tour du monde.
Et il faudrait 88 000 arbres pour replanter, enfin à replanter pour compenser mon empreinte carbone. Mais pour commencer à annuler cette empreinte carbone, j'ai fait il y a 2 ans le chemin de Comblain, 1522 km du chemin de Compostelle entre Le Puy et Saint-Jacques-de-Compostelle. Et pour finir, j'étais l'année dernière auditeur de la 74e session nationale de l'Institut des hautes études de défense nationale. Ok, Voilà. parfait. Merci beaucoup, Laurent. Alors, je laisse la parole à Édouard pour se présenter. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Édouard Masson, j'ai 33 ans. Donc, je suis actuellement consultant senior dans une entreprise qui s'appelle Niji, entreprise bretonne, d'ailleurs dont le siège social est basé à Rennes, et qui a notamment un cabinet de conseil chez Niji dans tout ce qui est transformation autour du digital. Donc j'y travaille depuis presque 2 ans, notamment sur des projets attelés sur de la conduite du changement. Voilà, donc conduite du changement à travers l'adoption de divers outils, hein, notamment Salesforce, qui est un logiciel de gestion de la relation client auprès de voilà, différents clients dans les secteurs de l'énergie ou encore dans les assurances notamment. Et donc au niveau de mon parcours, donc j'ai été au départ titulaire d'un bachelor à Audencia avant d'avoir une expérience de 6 ans dans toute la partie développement commercial. Et puis j'avais décidé de reprendre le chemin des études pour avoir un niveau master, et d'où mes études il y a déjà 4 ans de ça, dans le programme d'études que fait d'ailleurs Béatrice Duménil, donc qui est le master spécialisé management et compétences internationales, qui m'a permis du coup de pouvoir changer de calibre légèrement, de passer du développement commercial au métier de consultant. Voilà, il y a beaucoup de similarités entre ces 2 métiers, et donc voilà, donc j'ai pu intégrer une entreprise avant Niji qui s'appelle CGI, hein, pendant 2 ans et demi. Et puis voilà, pour un besoin d'un projet, j'ai été voilà, débauché par Niji, notamment pour voilà, accompagner MMA. Donc MMA, un grand acteur des assurances, sur le déploiement de Salesforce dans toutes les agences d'assurance MMA en France. Alors évidemment, hein, j'ai pas fait toute la France, j'étais que sur la Bretagne et les Pays de la Loire, mais toutes les agences MMA que vous allez croiser désormais utilisent un nouvel outil CRM qui est Salesforce. Et donc c'est moi en partie, hein, qui ai accompagné les agents d'assurance et leurs collaborateurs dans l'adoption de ce nouvel outil. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Édouard. Donc, 3 experts avec des parcours différents et très riches. Donc, ça va être de très bons échanges sur cette thématique. Donc, moi, je me présente rapidement. Je suis Maëla Floch. Je suis consultante carrière et coach certifiée au sein du Career Center d'Audencia. Donc, moi, je suis RH de formation et coach certifiée. J'ai travaillé donc pendant 10 ans dans le développement des ressources humaines. Donc, d'abord dans le recrutement et ensuite dans l'accompagnement à la reconversion. Et je fais partie d'une équipe d'une quinzaine de personnes en interne, et on travaille également avec 40 consultants partenaires pour aider les étudiants, et essentiellement les étudiants, mais aussi les diplômés d'Audencia dans tout ce qui est projet professionnel, recherche de stage et recherche d'emploi. Alors, on va donc commencer dans le vif du sujet sur l'échange sur une thématique d'actualité. Et avant que je laisse la parole à ma collègue Béatrice, je vous rappelle que n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions dans la partie commentaires, parce qu'il y a certainement des choses qui vont vous faire réagir au fur et à mesure. Et on y répondra donc à la fin. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment l'occasion que ce soit un webinaire interactif et que vous puissiez avoir toutes les réponses à vos questions. Donc je laisse la main à Béatrice pour cette partie-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maëla. Écoutez, je commencerai justement pour dire mais pourquoi on a choisi cette thématique, hein, parce que c'est vrai que la gestion de projet est au cœur du métier de conseil, mais je crois que Edouard l'a dit, effectivement, il y a des similarités, il y a des différences, il y a beaucoup de synergies. Et je pense qu'en échangeant beaucoup avec des diplômés, des étudiants de Zensia à qui j'enseigne énormément,
même avec des professionnels, il y a toujours un espèce de, comment on dit, pas misunderstanding, je sais pas comment on dit ça en français, mais bon, méconnaissance de chacun de ses rôles, mais finalement, quelque part, ils font beaucoup de choses, en commun. Et c'est pour ça que j'ai, invité ce soir, Laurent et Édouard, que je remercie beaucoup de partager votre expérience, riche, sur vos métiers, parce que quelque part, vous avez, donc, des titres ou des fonctions qui ont été, spécifiques, mais quelque part, la gestion de projet a été toujours très, très présent et très présent dans ce que vous faites. Laurent qui, a des projets, effectivement, personnels, Saint-Jacques-de-Compostelle comme, IHEDN. Chaque fois, on a des projets dans sa vie, que ce soit personnel et professionnel, et comment, voilà, comment on peut, gérer ça. Donc en fait, ma première question, ce serait pour Édouard, et je vous invite tous à bien évidemment de poser plein de questions à côté dans la conversation, et on pourra revenir là-dessus après. Alors, la question pour Édouard, c'est, donc Édouard a fait mon master en management et compétences internationales, donc un master assez généralisé, mais où une grande majorité partent en consulting et titre de gestion de projet, chef de projet. Et en fait, moi, je voudrais savoir, Édouard, ce que vous pourrez expliquer, parce que vous êtes consultant senior chez Niji aujourd'hui. Peut-on en fait dire qu'un consultant, c'est effectivement un chef de projet, ou est-ce que je me trompe? Alors, Et c'est surtout, quelle est la place du projet dans votre métier? Voilà. alors, si, déjà déjà les termes sont différents, et si les termes sont différents, c'est que la définition entre un consultant et un chef de projet est je pense, différente. Je dirais qu'un consultant est nécessairement une personne externe au client, qui est une entreprise, hein, d'accord, qui mandate un consultant, pour, réaliser l'analyse d'une situation, de l'entreprise et y trouver des solutions. Un chef de projet, lui, il peut effectivement être, également, externe, hein, pour intervenir, dans une entreprise. Il peut également être interne, chez le client, c'est-à-dire qu'il est salarié de l'entreprise. Et un chef de projet, je dirais plutôt, quant à lui, il va, plutôt peut-être assurer la coordination entre l'ensemble des membres d'un projet qu'il y a, dans cette entreprise-là, et affecter, hein, dispatcher la réalisation de livrables aux différentes personnes qualifiées au sein d'une entreprise. Alors ça peut être également sur des temps aussi un peu plus longs, hein. Quand on est chef de projet, c'est lorsqu'on a une vision peut-être un peu plus, moyen, long terme, hein, pour des projets d'envergure, des projets un peu plus courts également chez un client. Et je dirais qu'un consultant peut intervenir, lui, sur des périodes peut-être un peu plus courtes, sur une problématique donnée pour, apporter une méthodologie, un savoir particulier pour aider l'entreprise à développer son activité, par exemple. Voilà, c'est de cette manière-là que je décrirais de manière synthétique la différence entre consultant et chef de projet. Mais un consultant peut aussi être chez un client en tant que chef de projet également, voilà. Mais, Et alors, justement, Édouard, ont bien compris pour le consultant, effectivement, vous parlez d'externe, mais en quoi vous, tous les jours, vous êtes le projet, la gestion de projet est dans votre métier de tous les jours, et pourrez-vous peut-être donner des exemples concrets, comment vous, en tant que consultant, travaillez en mode projet? mmh. Alors, par exemple, je suis, actuellement sur une mission qui s'est terminée pour un acteur que vous connaissez certainement tous, qui s'appelle Total Energy, hein, qui est un acteur, très important dans tout ce qui est, énergie en France. Sur lequel, en fait, il déployait également, le CRM, donc le logiciel de gestion de la relation client, Salesforce, et sur lequel nous devions, intervenir pour, en fait, proposer un plan, d'adoption de ce nouvel outil Salesforce auprès d'utilisateurs qui étaient des agents Total Energy, au niveau de leur service client. Et donc, nous avons dû travailler avec le client,
donc l'équipe projet, hein, avec eux, main dans la main, pour essayer de trouver des solutions sur comment faire pour que ce nouvel outil puisse être adopté par les agents Total Energy qui vont passer d'un ancien outil de gestion de la relation client à un nouveau. Et donc du coup, par le biais d'ateliers, par le biais d'entretiens, du coup, on a essayé de travailler main dans la main en mode projet effectivement pour essayer de trouver des solutions. On n'est pas, simplement là pour faire, descendre, une connaissance et terminer, on passe à la suite. L'idée c'est, vraiment de se coordonner aussi, avec son client par le biais de différentes instances, par le biais de comités de projet, par le biais, d'ateliers pour co-construire une solution ensemble. Parce qu'on a peut-être que le consultant a la méthodologie pour, permettre l'adoption d'un nouvel outil, mais c'est le client qui a la connaissance de ses services, de sa politique interne, de toutes les relations qu'il peut y avoir entre les différents services. Et donc c'est la synergie des 2, comme vous disiez, Béatrice tout à l'heure, qui fait que du coup, ça permet en fait d'aboutir à, une solution qui est unique parce que, rien n'est duplicable, hein, tout le temps, même si c'est à peu près le même type de projet parce que, une entreprise a sa même, a sa problématique d'entreprise propre avec, son vocabulaire d'entreprise, à lui et donc il est important de prendre ça en compte et c'est le rôle aussi du consultant de savoir s'adapter à ça. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais demander à Laurent de rebondir là-dessus parce que donc Laurent, vous avez été énormément à l'international à gérer des projets aussi et incroyablement énormes, de grande envergure et complexes. Est-ce que vous pourriez nous dire sur cette gestion de projet à l'international, peut-être les différentes étapes, méthodos et surtout les risques qui sont associés à cela, il faut intégrer dans le déploiement? Oui, alors effectivement, la partie risque est un élément important dans la gestion dans la gestion de ces projets. Euh, Ça a été dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important de le rappeler que tous on fait tous les jours de la gestion de projet, que ce soit des projets personnels, des projets associatifs, dans des choix d'études ou de carrière, des projets à l'intérieur d'une entreprise. Tout ça, c'est de la gestion de projet. Alors, dans certains cas, sur des projets peut-être plus simples, la méthode peut être empirique, elle peut être basée sur l'expérience ou le bon sens, mais en fait, on se rend compte que plus le projet est important en taille, plus les engagements financiers sont importants, plus le nombre de personnes qui participent directement ou indirectement à ce projet sont nombreux. Et bien sûr, pour rebondir sur ce que vous disiez, plus il y a une notion de risque, et bien, plus il faut mettre de la rigueur et de la méthode. Et en fait, pour moi, ça part déjà d'une première étape qui est, et en particulier à l'international, d'une vision d'entreprise. Cette vision qui permet d'articuler une stratégie et cette stratégie qui permet de faire des choix de projets. Et une fois les projets choisis, de les conduire à leur terme. Donc il y a trois composantes. Il y a une partie anticipation, il y a une partie analyse et ensuite une partie conduite des projets. Et c'est clair que lorsque, et c'est des projets que j'ai eu à mener, on gère une base, enfin on anticipe un projet d'une gestion d'une base vie pour 10 000 personnes dans le nord du Mozambique ou pour soutenir les forces françaises en Afghanistan, par exemple. Et il faut appliquer des processus de gestion de projet particulièrement rigoureux et d'autant plus rigoureux et complexes qu'il faut les intégrer dans les méthodes de gestion de projet de ses propres clients, puisqu'on est à l'intérieur de l'organisation d'un client. Il faut intégrer il faut s'adapter à la gestion de projet des clients. Et quand on est dans des environnements plutôt atypiques, ben ça peut être assez complexe. Alors,
Au niveau en interne, au niveau de l'entreprise, je crois ces méthodes de gestion de projet sont importantes parce qu'il faut que tout le monde au sein de l'entreprise puisse se référer à une méthode qui soit connue et éprouvée. Il n'y a pas de méthode unique, il n'y a pas, à ma connaissance, mais je veux bien être challengé sur ça, il n'y a pas de méthode unique de gestion de projet, une recette miracle. Il faut arriver à mettre en place dans l'entreprise un processus qui correspond à l'activité de l'entreprise, mais également à son ADN. Et chaque entreprise a son ADN. Par exemple, des entreprises comme Peugeot ou Renault, qui pourtant conçoivent et fabriquent toutes les deux des automobiles, n'utilisent pas les mêmes méthodes de gestion de projet. Et pourtant, elles savent toutes les deux monter, construire, fabriquer, imaginer des voitures. Ce qui est important dans la gestion de projet, c'est pour moi de pouvoir, au sein de l'entreprise, parler le même langage et de pouvoir se comprendre, de communiquer et avoir des éléments de référence qui soient connus, des définitions qui soient connues, des critères, par exemple, financiers qui soient connus. Ça permet également, ces gestions de la méthode dans la gestion de projet, ça permet également d'éclairer la direction générale de l'entreprise et de leur permettre de prendre des décisions. Parce que s'il n'y a pas de méthode de gestion de projet et qu'à chaque fois les critères d'évaluation changent, comment voulez-vous que la direction générale compare des projets, arbitre et prenne des décisions? Voilà. Également, cette gestion de projet est importante pour être sûr de rien avoir oublié, parce que dans les projets, plus ils sont gros, complexes, isolés, atypiques, le diable se cache dans les détails. Et il est important, cette méthode est importante pour être sûr de ne rien oublier. Maintenant, pour répondre plus directement à la question de la gestion des risques, là aussi, il faut de la méthode, de l'analyse. En interne, c'est imaginer les scénarios des possibles. Si je reprends l'exemple d'un projet de 10 000 personnes dans le nord du Mozambique, c'est en interne, est-ce que j'ai évalué mes risques de logistique et qu'est-ce qui se passe si telle chaîne logistique est temporairement ou définitivement inopérante, quel est mon plan B, mon plan C, mon plan D. Et puis en externe, en plus, quand on va dans un pays qui n'est pas son pays d'origine, c'est de savoir comment son projet se positionne dans l'environnement politique, social, culturel, la concurrence, qui sont mes soutiens dans le pays, comment vont réagir mes concurrents quand ils vont me voir arriver et débarquer dans leur pays, est-ce que mon produit est culturellement acceptable et quelles sont les mesures et les contre-mesures que je peux mettre en place. Et enfin, pour finir, c'est de savoir détecter, analyser, anticiper des signaux faibles, des petites alertes que l'on peut détecter au cours du projet et qui vont nous aider à conduire ce projet jusqu'à son terme. عم بحضر الويبينار ماشي لأودنسيا عم شوفه. Je pense crois qu'il y qu'il a un micro qui est ouvert. Oui. Qui est ouvert. Tout à fait. قولي لي ولا بس بدك تسولفي؟ Ah, je pense que c'est... Voilà, c'est parfait. Voilà. Pardon, Laurent. Il n'y a pas de souci. Non, mais pour revenir sur les signaux faibles très rapidement et pour donner un exemple de gestion de risque et de comprendre qu'on n'est pas toujours bienvenu dans
dans les pays dans lesquels on souhaite mener un pays étranger dans lequel on souhaite mener à terme un projet. Les équipes projets peuvent recevoir des signaux faibles on va dire, d'intimidation, ou en tout cas de se faire expliquer qu'on n'est pas les bienvenus. Et ça, il faut savoir le gérer, l'anticiper et l'écouter, et sans devenir complètement parano. Voilà. Je Allô, ne sais allô? pas si Béatrice a des soucis de connexion, J'ai peut-être. l'impression. Ouais. Ok. Alors, Edouard, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce que vient de dire Laurent, ou compléter? Oui, enfin, pour compléter effectivement, pour revenir peut-être à des notions qui pourront aussi Très également bien. parler aux Vous m'entendez? étudiants. Ah, ouais, on Oui, vous entend, pardon. Béatrice. Ouais, pardon, j'avais un réseau qui a pas marché là. Pardon, Edouard, tu as rebondi sur ce que disait Laurent? Oui, je voulais juste rebondir concrètement, effectivement, sur, enfin, et synthétiquement sur ce qu'a pu dire, effectivement Laurent. L'avantage aussi avec en tout cas les projets et études, en tout cas que moi j'ai pu, réaliser à Audencia, c'est que on n'a pas forcément l'impression, mais effectivement, on réalise beaucoup de gestion de projet, en fait, par les différents travaux de groupe qu'on peut faire, via les différentes matières qui nous sont proposées, aussi bien, en master qu'en master, spécialisé évidemment, hein, et qui fait qu'il faut, se mettre, vraiment dans l'état d'esprit, dans le mood, qu'on est déjà un petit peu dans le monde du travail et dans les attentes qu'il peut y avoir là-dessus, sur le fait de réussir à se coordonner avec différents interlocuteurs que sont ses camarades de travail, l'entreprise qui, mandate, éventuellement les étudiants pour répondre à une problématique, hein, voilà, s'implanter sur un marché à l'étranger, apporter une méthodologie là-dessus, et je pense que c'est important pour les étudiants de directement avoir ce mindset, hein, cet état d'esprit pour, pour se dire qu'en fait, c'est exactement ce qui est demandé. En fait, au final, lorsqu'on veut, se diriger vers le conseil, la gestion de projet, et qu'en fait, c'est ça qui permet aussi de le valoriser, en entretien, en pouvant, voilà, et concrètement, dire: «Bah, voilà, j'ai pu déjà faire un petit peu de la gestion de projet», ou j'ai pu, voilà, faire des missions, un petit peu de consulting là-dessus, parce que c'est ça qui permet de valoriser son profil aussi auprès des employeurs. Voilà, donc Il y a, Merci. Béatrice, je vois qu'il y a une Ouais. question concernant les On va signaux prendre les faibles. On questions. les prend à la fin? Ouais, Oui, je vous on va prendre propose, à la fin. D'accord. on prendra à la fin, je vous dirai à quel moment, mais Ouais, merci beaucoup à tous de poser ouais, vos questions. C'est super, on les voit bien, on y répondra tout en même temps. D'accord. Je ouais. prendrai Et puis signaux faibles. certaines questions va me permettre de rebondir parce qu'il y a pas mal de questions par rapport à la certification et c'est un peu une question pour toi, Edouard, c'est que en fait, voilà, on vient de faire un master spécialisé, on veut travailler en consulting ou devenir chef de projet. Est-ce qu'il faut être absolument certifié? Quelle est la méthode que vous utilisez? Est-ce qu'il faut passer systématiquement par des certifications? Bon, comme PMI, comme Prince, comme Agile, est-ce qu'il y a il y en a qui valent mieux que l'autre? Bon, je j'imagine pas que tu connais pas peut-être toutes les certifications, mais est-ce que ça donne une légitimité supplémentaire? Ou est-ce qu'on peut travailler en tant que chef de projet sans nécessairement faire ces pas-là de certification? Je pense qu'à partir du moment où on veut commencer à travailler là-dedans, le fait de commencer par ce genre de certification-là n'est pas forcément, nécessaire, ou en tout cas peut-être pas la condition sine qua non pour pouvoir rentrer dans ce milieu-là. Je pense qu'à un moment donné, la principale des qualités qu'il faut avoir, c'est, une qualité, plutôt disons comportementale, qu'on va Mm. peut-être plus parler de soft skills, Bien sûr. c'est le savoir-être. C'est-à-dire que, Absolument. c'est la capacité à pouvoir, échanger avec ses pairs, qui soient,
internes comme d'autres consultants avec lesquels on peut travailler au sein de son cabinet ou avec ses camarades de master, hein, par exemple, c'est exactement la même chose. Et puis à la fin, de pouvoir aussi se positionner et avoir le savoir-être nécessaire pour converser avec son client qui est un industriel ou alors qui est par exemple l'entreprise qui mandate les étudiants du master de l'ENSIA pour l'aider à s'implanter dans un pays à l'étranger par exemple. Et ça, c'est la capacité aussi à savoir naviguer entre ces deux, je dirais, sphères-là. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'analogies qu'il peut y avoir entre, par exemple, la préparation à un ballet d'opéra ou la préparation de cuistot dans un restaurant gastronomique. La réussite d'un projet, elle se passe dans les coulisses. C'est-à-dire la réussite d'un ballet d'opéra, c'est toute la préparation en amont derrière les rideaux que les spectateurs ne voient pas, ou c'est toutes les petites mains qui vont assaisonner, cuisiner, affiner les aliments que le consommateur dans un restaurant gastronomique ne voit pas. Et ça, c'est le client, il ne voit pas toutes les échanges internes qu'il peut y avoir entre moi et les autres consultants, l'étudiant avec ses autres camarades, comment ils vont travailler ensemble. Et ça, il y a plusieurs, je dirais, il y a un devoir de représentation déjà, hein. Il y a un devoir d'exigence, d'excellence Absolument. et il y a un degré de préparation. Et je pense que ça, c'est exactement la même chose pour un spectacle, que pour, voilà, une cuisine gastronomique ou la gestion de projet. Donc je pense qu'il faut, à partir du moment où on comprend ça et on appréhende ça, je pense que déjà, on conscientise le fait que, le savoir-être est très important parce que c'est ça qui fait la différence entre les différents, consultants en entretien d'embauche, en entretien client et c'est ça qui concourt au succès de la mission. Alors, juste une petite après, parenthèse, il nous reste à peu près, pardon, oui, il nous Maya. reste juste à peu près 5 minutes d'échange sur cette thématique-là. Et ensuite, on passera sur la partie, voilà, des conseils que vous voulez donner aux étudiants qui souhaitent travailler dans la gestion de projet ou dans le conseil. Ok, donc c'était juste, je pense que c'était surtout la méthodo. Est-ce qu'il y a une méthodo qui est adaptée plus en gestion de projet ou d'autres, hein? Par exemple, toi, Edouard, dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des cabinets de conseil qui disent, bon, ben voilà, pour travailler sur ce projet-là, il faut adopter cette méthodo ou pas? D'expérience et de par, les 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 autres consultants qui ont vraiment une spécialisation en gestion de projet, je dirais que c'est plutôt la méthode agile qui a tendance à être la plus souvent utilisée parce que c'est la plus adaptable, et la plus agile. C'est aussi pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Parce que, aujourd'hui, on demande à une entreprise, de devoir, s'adapter très rapidement, à son marché et donc de pouvoir, développer des outils qui puissent prendre en compte, les dernières remontées des utilisateurs, pour pouvoir, développer les nouvelles fonctionnalités, de manière très réactive et une méthode en cycle en V qui, je dirais, est beaucoup plus, figée, structurelle, sont des méthodes qui sont peut-être aussi, plus stables, mais qui mettent beaucoup plus de temps à être mises en place et aujourd'hui, je pense dans les entreprises, on demande, il y a un devoir d'exigence fort sur le fait de s'adapter, de se réadapter par rapport aux besoins des gens, par rapport aux besoins du marché et pour moi, la méthode agile est une chose qui est, en tout cas chez Digi, extrêmement utilisée. Ok, une question pour Laurent, donc c'est les facteurs clés de succès parce que on parle de projets, mais dans des environnements complexes, volatiles, changeantes, d'après vous, quels sont les facteurs clés et les profils qui vont être requis pour justement déployer des projets dans ces environnements? En fait, je vais rebondir et compléter sur ce qu'il vient de dire parce que c'est très similaire. Et c'est surtout basé effectivement sur les soft skills. Et pour moi, l'un des facteurs clés, c'est l'envie et l'appétit. C'est le comportement pour réussir,
pour entreprendre ces projets à l'étranger, parce qu'on se trouve forcément dans une zone un peu hors de sa zone de confort, il va falloir apprendre et réapprendre. Et c'est surtout des soft skills. C'est clair que on va attendre des gens qui aient une compétence technique, financière, juridique ou logistique. C'est indispensable, mais à compétences équivalentes, c'est les soft skills qui vont faire la différence. Et une fois sur place, dans un environnement différent, savoir partager et sa passion pour son métier, sa mission, et également être ça a été dit, un ambassadeur de son entreprise. Quand on est à l'étranger, la frontière entre la partie professionnelle et la partie privée peut être assez étroite et on est un ambassadeur à la fois dans son cadre professionnel, mais également dans son cadre personnel. Et il faut être bien sûr tolérant, ouvert aux autres cultures. Et ouvert aux autres cultures, ça ne veut pas dire renier sa propre culture, mais c'est observer et essayer de comprendre la culture des pays dans lesquels on se trouve. Par exemple, j'ai vécu 4 ans en Arabie Saoudite. Je ne peux pas dire que je partage tous les pans du fonctionnement de ce pays, mais je peux comprendre que ce pays puisse être différent. Et je me serais surtout jamais permis sur place de critiquer, de commenter. Quand on est dans un pays étranger, on est à l'étranger, on n'est pas chez soi et on se comporte correctement. Et il faut bien sûr être curieux et s'adapter parce que ces expériences internationales, c'est une source d'enrichissement personnel et humain extraordinaire. On a encore un peu de temps ou on passe aux questions Alors, merci pour ces échanges très riches. Est-ce que, Béatrice, il y avait d'autres questions que tu souhaitais poser dans cette question-là avant qu'on passe sur la partie conseil aux étudiants, puis après le temps d'échange questions-réponses? Oui. En fait, je pense qu'une des questions et je pense que ce qui est, peut-être souhaité aussi par les étudiants, c'est les compétences clés. Mais bon, on en a eu par, Laurent, c'est plutôt les soft skills, Bien sûr. les compétences, comportementales, hein, plutôt que les hard skills, les compétences techniques. Laurent nous a donné surtout pour l'international et ça va rejoindre une des questions par rapport à la gestion de projet à l'international. Est-ce que, tu veux compléter, Édouard, sur des compétences clés quand tu vas recruter, 3 compétences clés qu'il va falloir avoir? Alors effectivement, juste avant de passer aux 3 compétences clés, que je pourrais évoquer, il y a effectivement, on a évoqué le pan le plus important, comme disait Laurent, qu'est le savoir-être. C'est tous les comportements et la manière dont on va réaliser son travail, chez son client. Il y a aussi, toute la partie, savoir, le savoir qui sont toutes les connaissances pour comprendre son travail, la tâche que l'on réalise et je dirais que le troisième pan, c'est le savoir-faire. C'est toutes les pratiques pour réaliser son travail, c'est tout l'aspect méthodologie et ça, je dirais que le savoir et le savoir-faire, ce sont des connaissances qu'on va avoir tendance à acquérir dans le cabinet de conseil dans lequel on va travailler ou chez son client. Le savoir que sont les connaissances pour comprendre son travail, le savoir, on l'acquiert chez son client parce que c'est lui qui va nous donner le contexte du pourquoi on se trouve chez lui, qui va nous donner, tout le jargon, propre à son secteur, propre à son entreprise, avec ses acronymes ou autres. Le savoir-faire, c'est plutôt toute la méthodologie que va nous donner notre cabinet, de conseil ou en gestion de projet, hein, pour mener à bien notre mission. Et le 3e pan que nous, on doit nous-mêmes développer en tant que personne, c'est le savoir-être. Et je pense que le savoir-être, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à développer.
Pourquoi? Parce que c'est rattaché à la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est ce qui permet de se remettre en question, c'est ce qui permet de progresser, c'est ce qui permet d'évoluer en tant que personne, hein, de règle générale. Comme disait Laurent tout à l'heure, on a nos projets perso, nos projets de famille, notre projet en tant que père de famille, mais on a aussi nos projets en tant que salarié, en tant que consultant. Et le fait d'arriver à se remettre en question, pour progresser, pour évoluer, c'est lié à la connaissance de soi. Et ça, c'est extrêmement important à mon sens, d'autant plus en tant que consultant parce que, on se doit d'être créatif, on se doit de réussir de prendre de la hauteur, d'avoir de la débrouillardise, d'être patient, d'être force de proposition, d'anticiper par rapport aux demandes de son client. Et donc ça, tout ça, bah, c'est par les feedbacks qu'on peut avoir par son client, par son manager, par ses collègues, qu'on arrive aussi à se dire: «Bon, bah, OK, j'ai été bon peut-être là-dessus, mais là je peux être encore meilleur». Et à partir du moment où on le prend dans ce sens-là, de se dire: «Bon, bah, j'ai peut-être pas bien fait, mais c'est pas grave», hein, on débute comme junior, hein, comme chef de projet junior ou consultant junior, et bah, c'est normal, c'est parce qu'on va simplement tendre à devenir meilleur. Et je pense que ça, une des compétences qui est qui est qui est qui est fondamentale en entretien pour réussir, c'est d'être dans cet état Mmh. d'esprit-là. Si on commence à faire une proposition à un jeune consultant pour s'améliorer et qu'il le prend comme une remarque ou qu'il est sur la position défensive, et bah, il sera peut-être pas forcément dans l'état d'esprit de se dire: «OK, je prends en compte cette remarque-là, bah, je vais faire en sorte de devenir meilleur». Donc, je pense que ça, c'est vraiment important d'être dans une posture d'humilité, de se dire qu'on peut Mmh. pas tout savoir et que on fait ce métier-là parce qu'il est exigeant, mais, c'est dans le bon sens aussi. Il est exigeant parce qu'il nous apporte à devenir meilleur en tant que consultant, mais aussi en tant que personne. Donc, en tout cas, c'est comme ça que Mmh. je le prends pour Ouais. moi. Donc je pense que voilà. Si je peux me permettre, de rajouter une chose, je crois que ce qui est important et qui est difficile, et quel que soit à tout moment de sa carrière, c'est de savoir écouter et de savoir observer. Nos clients, nos équipes, notre environnement nous dit des tonnes de choses qu'on a du mal à écouter. Et c'est de prendre le temps d'écouter les autres. Et c'est là, je pense, que on s'améliore et que l'on s'adapte aux différentes situations que l'on peut être amené à rencontrer. Et avec écouter va bien sûr la dimension d'observer. Si je Alors, peux Et ça, merci. c'est Ouais. fondamental. Trop souvent, et on l'a vu je l'ai vu dans des entretiens d'étudiants ou des entretiens d'embauche, les gens ont tendance à ne pas écouter, alors qu'en fait, la réponse, elle est dans l'écoute. Et la solution, elle est souvent dans l'écoute. Alors, vous faites une très belle transition sur la partie justement conseil pour les étudiants qui veulent travailler dans la gestion de projet ou le conseil. Alors, on a mis les étudiants, mais ça peut être aussi des diplômés Mm. qui souhaitent se reconvertir peut-être dans le conseil ou la gestion de projet. Pour qu'on tienne le timing et qu'on ait le temps de faire la partie questions-réponses, ce que je vous propose, si ça vous va, c'est que tous les trois, vous puissiez donner peut-être un conseil, le conseil principal que vous voulez transmettre aujourd'hui. Et ensuite, on garde donc les 10 dernières minutes pour répondre à toutes les questions qui ont été posées. Et c'est super, il y en a eu plusieurs. Qui veut commencer? Je commence Vas-y. pour les conseils. Moi, je dirais aux étudiants, et c'est vraiment, que je fais beaucoup de développement personnel, c'est vraiment travailler sur la connaissance de soi. Parce que quand vous savez mieux sur vous, toutes les autres compétences tombent, se développent. S'adapter aux clients, s'adapter à d'autres environnements. Il faut savoir se connaître vraiment intégralement, de savoir ce que vous aimez, Mm. surtout de savoir qu'est-ce que vous pouvez proposer aux autres. Et il y en a beaucoup. Nous, je sais qu'on fait des formations de développement.
de soi. Il y en a certains qui viennent vraiment réticence et finalement, ils sortent de là, ils disent: «Ah non, mais j'ai pas compris que finalement, que j'avais cette partie créative en moi que je vais pouvoir développer dans mon métier, dans mon futur métier». Et voilà, je pense que c'est ça, c'est de vraiment, faire un travail là-dessus, demander des formations pour la connaissance de soi. Je ne peux que rejoindre ce que tu dis, Béatrice. Laurent ou Édouard, le conseil, ce serait, le conseil principal, pardon, ce serait quoi pour vous? C'est de faire ce qu'on a envie de faire, parce qu'on le fait tellement mieux. Si on fait quelque chose qui devient une peine ou une contrainte, ça se sent, ça se voit. C'est vraiment d'avoir la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire. Et à partir de là, les soft skills se débloquent, enfin se débloquent, euh, se vivent beaucoup mieux et ça se voit, son environnement, l'environnement professionnel, familial se ressent et nos clients le sentent, nos équipes le ressentent. Faire ce qu'on a envie de faire. Merci. Et vous, Édouard? Alors du coup, ça me fait rebondir à la fois sur ce que vient de dire Laurent et ce que vient de dire Béatrice. Pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent, effectivement, je pense que moi j'aime beaucoup me dire que chacun fonctionne avec sa vérité du moment. Et on avance chacun avec sa vérité du moment. Et notre vérité du moment, elle peut changer. Ça permet aussi de ne pas avoir de regrets ou de remords. C'est-à-dire que simplement, on s'est dit que j'ai décidé de travailler dans le conseil parce que je pense que c'est là où je peux m'épanouir. Avant, j'étais dans le développement commercial. Ma vérité du moment a changé, donc c'est normal. Ça permet aussi d'avancer euh, plus sereinement là-dessus. Et ce que disait Béatrice, la connaissance de soi, oui, c'est très important. Et d'ailleurs, bah, alors je voulais d'autant plus faire la pub, effectivement. Audencia a la capacité, avec bah, les différents consultants aussi, de proposer différents modules de formation avec le MBTI, des consultants qui vont présenter la méthode DISC, la process communication. Et effectivement, ça n'a pas non plus parole d'évangile. Ça simplement ouvre un pan qui est sur soi. Voilà, on ouvre un peu une fenêtre sur soi, sur ses modes de fonctionnement. Alors, personne n'est parfait, mais on a des mécanismes de défense, on a des mécanismes de motivation, et c'est important de les connaître, ou au moins de les reconnaître, pour savoir si, quand on prend une décision, on part dans la bonne direction ou pas. Voilà, hein, moi, je sais que parfois, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les challenges, donc je sais que j'ai besoin de fonctionner avec des objectifs, voilà. Donc et puis, je sais plus, c'était un philosophe, André Comte-Sponville, qui reprenait les termes de Nietzsche, la vie, c'est on oscille toujours entre la souffrance et l'ennui. Il y a des gens qui vont beaucoup préférer tendre vers l'ennui, d'autres plus sur la souffrance. Et c'est en ça que, bah, alors, si on veut travailler vers le conseil, voilà, on va légèrement peut-être plus tendre, vers la souffrance. Alors je grossis le trait évidemment, hein, mais parce que c'est le côté challengeant, c'est le côté, la variété des missions qu'on peut faire, la variété des interlocuteurs aussi qu'on peut rencontrer. Voilà, donc je pense que c'est important de, voilà, de bien se connaître pour savoir aussi ce qu'on veut faire et aussi ce qu'on veut pas faire. Voilà, donc ça permet de faire le lien avec, ce que les 2 autres, ont pu dire. Super, c'est parfait, merci beaucoup. Alors, il nous reste 10 minutes, on va passer sur la partie questions-réponses. Alors, ce que je vous propose, c'est je vais reprendre les questions qui ont été posées dans la partie conversation. Vous pouvez en ajouter d'autres, vous pouvez ajouter d'autres questions pendant qu'on balaye celle-ci. Alors, j'ai vu que certaines ont déjà été répondues, mais je vais quand même les relire pour que vous nous confirmiez si c'était bien ça que vous vouliez avoir comme réponse et si vous avez bien eu la réponse. Donc, on a Julien qui nous demande quelle méthodologie de projet IT est appliquée le plus souvent, CDC, cycle en V ou plutôt agile. Il me semble qu'on a répondu, Édouard a parlé plutôt de la méthode agile. Est-ce que Julien, vous avez eu la réponse à cette question ou est-ce qu'il y avait pas complètement? Vous pouvez allumer votre micro si vous le souhaitez ou nous dire dans la partie conversation.
Allumer, si vous pouvez allumer, si vous avez un micro fonctionnel, c'est beaucoup plus simple pour cette partie questions-réponses pour tous. Alors, je ne sais pas si Julien... Je poursuis en attendant. En fait, Maëla, la question, Julien, c'est quelle méthodologie de projet IT est appliquée le plus souvent? C'est bien celle-là? Oui. Oui, c'est ça. Moi, je Ouais, pense c'est ça. que, voilà, et je crois que il y a plein de certifications. Il faut savoir quelle est la certification qui vous être le plus adaptée. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez travailler à l'international, prenez des certifications reconnues à l'international, Absolument. comme le Prince2, comme le PMI. Après, si vous voulez vraiment rester plutôt sur la partie technique de gestion de projet, il y a des certifications techniques. Je ne les connais pas trop. Moi, je suis plutôt sur le management. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire des recherches et vraiment voir ce qui va vous intéresser et surtout vous permettre de développer des compétences pour faire développer votre carrière. Alors, ça fait le lien avec la question de Liansa qui nous dit « Bonjour, il existe plusieurs certifications en gestion de projet. Selon vous, ces certifications sont-elles utiles? Si oui, dans quel contexte? Et pensez-vous à certaines qui sont particulièrement reconnues ?» Donc, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous voulez compléter ou est-ce que dans la question précédente, vous avez pu apporter ces réponses? Pour ma part, moi, je pense que non, il y a pas mal de certifications, mais je pense que, voilà, je redis, si vous avez un projet à l'international, je vois, il y a des questions plutôt sur la gestion de projet à l'international, comment gérer la gestion de projet à l'international. Ça, c'est des vraies interrogations. Il y a bien sûr des certifications, mais aussi, comme disait Laurent dans ses propos et surtout Édouard, également, il y a tout ce qui est soft skills, hein, donc vous pouvez avoir toutes les certifications que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous allez gérer un projet parce que dans certaines cultures, on va s'attacher plus à vos soft skills, à comment vous avez interagi avec le client, etc. Mais je pense que voilà, sur la partie technique, projet, je pense qu'il faut voir, vraiment réfléchir à vos certifications et plutôt aussi internationales, aller vers l'international, des certifications internationales. Et rien ne vaut le fait d'apprendre sur le tas, en fait. La connaissance, ça s'acquiert, non pas par de la théorie, mais aussi par de la pratique. Et je pense que aussi bien dans la gestion de projet que dans du conseil, c'est les connaissances, disons, c'est la connaissance, molle, dans le sens où, en fait, c'est par le biais d'interactions, c'est par le biais de comment réussir à se positionner dans un projet et tout ça, on ne l'acquiert qu'en faisant et qu'en étant, vraiment les mains dans le cambouis et en étant, voilà, en faisant réellement de la gestion de projet. Donc, voilà, je pense que la certification, c'est un plus, ça peut rassurer, mais, rien ne vaut l'expérience là-dessus. OK. Alors, on a ensuite une question de Sylvie. Alors, pour toutes les Voilà. questions que je reprends de la partie conversation, si vous souhaitez apporter des précisions, nous dire si on répond bien à vos questions ou pas, vraiment, n'hésitez pas à allumer votre micro et à nous dire si c'est OK pour vous. L'objectif, c'est vraiment que vous repartiez avec des réponses claires à vos questions. Donc, Sylvie nous posait la question, qu'appelez-vous des signaux faibles? Oui. Pourriez-vous donner un exemple? Alors, les signaux faibles, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui constituent la perception de l'environnement, à la fois les opportunités et les menaces. Et l'objectif, c'est d'écouter, d'avoir une écoute anticipative de la veille, en fait, pour réduire l'incertitude. C'est comprendre et écouter ce que dit son environnement sur les risques et les opportunités. Alors, un exemple très concret que j'ai pu vivre, un projet en Mongolie où on avait systématiquement des difficultés de logistique qui étaient injustifiées. Et ces signaux faibles, ben, ça nous a fait
et nous, on ne comprenait pas pourquoi. On s'est renseigné, on a posé des questions, on a envoyé des gens écouter, écouter certaines personnes et on a compris qu'il y a des gens avec qui qu'on devait travailler, on devait faire participer au projet. Donc c'est vraiment écouter ce que dit son environnement. On en revient à de l'écoute. Et c'est ça, ces signaux faibles dans le but de réduire l'incertitude autour des projets. Ok, super, merci. Est-ce que Sylvie, n'hésitez pas à nous dire avec votre micro ou dans la partie conversation si ça répond bien à votre question. C'est la capacité à lire entre les lignes, quoi. Voilà, c'est Maëla, exactement ça. je pense une bonne réputation, c'est d'aller sur la question de Liansa qui parlait de le style de gestion de management à la française et les défis en travaillant avec des partenaires étrangers. Parce que Laurent a ouvert un petit peu une ouverture là-dessus, sur les difficultés de travailler à l'international. Alors, la gestion de projet à la française, en tout cas dans la partie que j'ai pu vivre, dans des pays atypiques ou dans des régions atypiques, le style à la française, c'est ce qu'on appelle le système D. Par rapport à des méthodes, je vais dire, poussées à l'extrême à la japonaise, où si c'est pas écrit, si c'est pas dans la procédure, et si ça n'a pas été planifié, ils peuvent devenir rapidement perdus. Je l'ai vécu également à Singapour, où tout est codifié. Le style de gestion à la française, c'est j'ai de la méthode, mais je sais également faire utiliser mon système D. Et quand on est dans des environnements atypiques, c'est particulièrement utile, apprécié et intéressant pour les clients. Voilà. Super, merci Par beaucoup. contre, ça peut choquer, enfin pas choquer, mais quand on a un partenaire japonais et qu'on lui explique comment on va se débrouiller sur de la logistique, sur des réparations d'équipements, de matériel, alors qu'on est en manque de pièces détachées, ça peut les surprendre. Mais à la fin, ça marche. Donc, voilà, c'est cette part de système D qui peut être intéressante, mais parfois déroutante. C'est très clair, merci beaucoup. Non, c'est pas freestyle. Attends, il y a un commentaire. Non, non, c'est pas freestyle. Non, non, je réponds à la question de Samantha. Non, non, c'est pas. C'est d'avoir une méthodologie, d'avoir un processus, mais de ne pas être bloqué à l'intérieur de ce processus si une situation atypique se présente. Ok, super, Voilà. merci. On a également une question d'Éric du programme Grande École 94 qui nous demande comment vaincre le syndrome de l'imposteur, Ah. surtout quand on démarre dans le conseil. Je parle sous le contrôle de Béatrice, mais je crois qu'il y a en anglais un proverbe qui dit « fake it until you make it ». Tout à fait. Et il faut très très bien le fake it. Il faut être un bon Il faut être très imposteur. très bon. Mais C'est plus Edouard, une mais il y en blague. a, c'est pour ça. Je fais tout à fait un cours pour dire be convincing, ok? Ouais. Two truths and a lie, pour voir à quel point ils peuvent mentir. Edouard, c'est peut-être pour toi, c'est pas pour Oui. dire que tu es un imposteur, Non, non. mais quand tu sors d'une école, et ça rejoint aussi la question d'un étudiant, c'est comment valoriser des compétences. Ok, je rentre en conseil. Comment faire en sorte que voilà, j'ai pas d'expérience, j'ai pas nécessairement la les méthodos, les certifications, mais pas pour pas être imposteur. Bah, disons qu'effectivement, c'est un métier, on a souvent ce sentiment
d'incompétence, de doute, parce qu'on n'arrive jamais à s'appuyer sur quelque chose de vraiment certain, ni dans la méthodo, parce que celle-ci change en fonction du client, en fonction de sa problématique. Et que en fait, plus on et c'est ça qui est pas évident, hein, aussi dans ce métier-là, hein, c'est ça qui est aussi, un challenge comme on dit. Donc, il faut réussir à accepter ça et comment l'accepter? Eh bien, il faut se dire qu'en fait, alors c'est marrant parce que j'en avais parlé il y a pas très longtemps avec une manager pareil de Nidji, hein, qui a pareil, hein, on parlait de ce thème-là, de ce syndrome-là qu'on peut avoir et qu'en fait, bah, il faut, parfois on avance, il faut parfois faire pardon, des bêtises ou parfois faire des faux pas dans certains, dans un projet, mais c'est que comme c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'il faut, que ça fait aussi partie de l'incertitude d'un projet et qu'on n'est pas maître, de tous les paramètres, qu'il peut y avoir, auprès de son client, auprès de ce qu'il décide, auprès de l'environnement et il faut se dire que, bah, on est qu'un rouage, et que c'est pas sur, nous que tout repose. Que si on est consultant junior, quand on démarre et ben, on est général encadré par un manager et par un directeur de mission qui sont là aussi pour maîtriser ces risques-là, pour essayer d'anticiper cela et qu'en général, c'est aussi plutôt, ce qu'on demande à un consultant junior, c'est plutôt d'être dans des rôles d'exécution. Voilà, on va aller, acquérir, accumuler de la connaissance en faisant des petites tâches, en réalisant des livrables, des supports. Pas forcément en allant se positionner sur une problématique auprès du client, mais plutôt, voilà, la technique des petits pas, step by step. Donc c'est comme pour tout, hein, au départ, bah, voilà, on avant de courir, bah, on va commencer déjà à se lever, on va commencer à marcher, bah, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est aussi comme ça que voilà, après, il peut y avoir des feedbacks, qui sont, négatifs, par, certains managers qui ont pas qui seraient pas forcément bienveillants. Il faut réussir à détecter aussi, ces signaux faibles-là, qu'il peut y avoir parce que, si tout le monde dit, à un moment donné que, c'est toujours la même personne qui, voit plutôt les points négatifs plutôt que les points positifs, bah, c'est que c'est un problème lié à la personne, c'est pas forcément un problème lié à vous. Donc, c'est aussi comme ça que ça permet de sortir ce sentiment ou ce syndrome de l'imposteur. Voilà. Il faut aussi savoir ce qu'on fait bien. Si vous êtes à Audencia, c'est que vous avez bien fait, vos études auparavant et que vous êtes capable de. Donc, vous serez capable aussi plus tard de réussir dans le conseil. Voilà. Alors, il y a, je vois qu'il y a encore donc une question de Sylvie et Eric qui lève la main, donc je vous laisse la parole juste après Eric. Oui. Donc Sylvie, vous nous dites dans la gestion de projet, y a-t-il une obligation de résultat ou de moyens? Et comment s'assurer contre des échecs entraînant des pertes financières, par exemple? C'est une bonne question. Alors, je ne sais pas qui veut commencer par répondre à cette question. Édouard? Laurent, toi, tu as perdu beaucoup d'argent sur tes projets? Non, globalement, non. Non. Alors, quand c'est en interne, on a une obligation. Je crois qu'il faut distinguer la partie conseil de la partie exécution, mais quand on est en interne sur un projet, on a clairement une obligation de résultat. On s'engage auprès de sa direction sur des résultats de service, de satisfaction de clients et de consommateurs et également de résultats. Donc là, en interne, on a clairement une obligation de résultats. Dans le conseil, voilà, en tant que consultant, à ma connaissance, on a une obligation de moyens, mais je laisse Édouard compléter. Bah, j'aurais eu plutôt tendance à effectivement partir. Alors tout dépend du type de mission. Quand effectivement le but du jeu c'est, de déployer un nouvel outil chez un client sur lequel il faut former, tous les utilisateurs, par exemple, la mission que j'avais pu faire chez MMA, ou sur lequel il fallait former 6000 utilisateurs en France. Bon, effectivement, on a une obligation de résultat. L'idée, c'est effectivement de pouvoir tous les former. Après, que les utilisateurs sachent à la fin, de la formation, utiliser à 100
de la capacité de l'outil, c'est pas dans notre ressort, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des services juridiques, hein, en général. Il y a des contrats qui sont faits parce qu'ils sont là pour protéger à la fois les intérêts du cabinet de conseil et aussi de faire en sorte que ça puisse convenir également aux clients qui embauchent le cabinet de conseil là-dessus. Donc voilà, après, parfois, quand on demande une présentation de 20 pages pour dérouler une méthodologie pour répondre à la problématique d'un client, en général, on s'engage effectivement à proposer une méthodologie. Après, elle convient au client, elle ne convient pas au client. Mais au moins, on s'est engagé sur le résultat de fournir un livrable. Après, effectivement, si il y a un projet sur lequel il y a une obligation, on va plutôt avoir peut-être sur des tendances des projets peut-être plus longs, peut-être de la gestion de projet. On va essayer de mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir réussir à atteindre l'objectif qu'un outil soit prêt début 2024. Bon, peut-être que là, en général, on sait que dans un projet, ça a toujours tendance à prendre du retard. Donc, je pense que c'est compliqué de s'engager là-dessus. Peut-être viser une fourchette, voilà, début 2024, mi-2024. C'est au moins comme ça qu'on arrive à concilier les intérêts du client, voilà, et puis que ce ne soit pas une pression trop importante aussi pour les consultants qui travaillent sur le projet. Donc, voilà. Mais à la fin, ce qui est pour répondre à la question, à la fin, la décision, elle appartient à l'entreprise. C'est la direction de l'entreprise qui prend la décision. Et j'ai un exemple très concret en tête. Il y a quelques années, on avait demandé, j'étais en Asie à ce moment-là, je m'occupais de l'Asie, et on a demandé à un très gros cabinet de conseil un avis sur le potentiel de développement dans un pays, pour ne pas le citer, c'était la Corée du Sud. L'étude a été faite. La recommandation, c'était d'investir dans le pays. In fine, la décision qui a été prise et sur laquelle j'ai poussé, c'était pas d'investir, c'était de désinvestir complètement du pays. Et on a fait exactement le contraire de ce que l'étude recommandait. Et voilà, à la fin, la décision, le cabinet de consultants, il va apporter un avis, un éclairage, mais à la fin, la décision, elle appartient à l'entreprise. L'entreprise reste maîtresse de ses décisions. Alors, je vois qu'il y a une autre question de Mansour, mais juste avant, je vais laisser la parole à Eric qui a levé la main tout à l'heure. On vous écoute, Eric. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, je fais un petit pas en arrière puisque ma question concernait le syndrome de l'imposteur. C'est vrai qu'on est bien souvent dans des positions un peu schizophrènes, puisque on a notre expérience à valoriser, qu'elle soit en entreprise ou dans d'autres, enfin, en entreprise en tant que salarié, et puis aussi à valoriser par d'autres missions qu'on a pu faire par ailleurs. Et la tentation est grande il y a à la fois une passerelle à faire entre un business qu'on a géré chez un client et un autre business, mais qui n'est jamais le même. Donc, il faut savoir s'adapter. Mais en même temps, le client ou le futur client nous reproche quelque part de dire oui, mais vous ne connaissez pas exactement mon business. Et donc, on est tenté de faire des passerelles, mais en même temps, il ne faut pas non plus appliquer exactement la même méthode. Donc, je rejoins ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est vraiment la capacité à écouter le client et à savoir s'adapter. C'est là-dessus que je veux insister parce que ça me paraît vraiment essentiel. Et en même temps, ne pas chercher à avoir la mission à tout prix, à se vendre et à repérer aussi les signaux faibles de compatibilité de valeur entre le client et le consultant. Ouais. Et pardon, pour répondre, parce qu'après je vais céder la parole, pour répondre à la question sur comment faire pour se prémunir d'éventuels risques financiers, une bonne responsabilité civile professionnelle, ça fait le match aussi. Voilà. Oui. Ok, est-ce que vous souhaitez rebondir? Non, mais le syndrome de l'imposteur, c'est pas uniquement dans les métiers de consultant, hein, c'est dès l'instant, enfin, je dirais,
si on sort de sa zone de confort, cette impression d'imposture, elle est là. Quand il y a 18 mois, je suis je suis choisi pour rejoindre l'Institut des hautes études de défense nationale avec des gens bien plus compétents que moi dans le domaine de la défense, et entre autres une grande proportion de militaires. On a aussi cette impression d'imposture. Et bien, on écoute, on commence par écouter, on regarde, et, et puis petit à petit, on apprend. Et Laurent, ce qui est important aussi, l'entreprise, elle va chercher aussi une compétence qu'elle n'a pas en interne. Et donc parfois aussi Ouais, un tout regard à fait. différent. Et Oui. le fait, tu l'as dit avec les militaires, ils vont chercher un civil qui n'a pas le regard militaire justement pour apporter autre chose. Exactement, c'est exactement ça, et c'est le rôle du consultant également en entreprise. On cherche un regard différent, quelqu'un qui va poser des questions peut-être même parfois naïves en disant mais pourquoi vous faites comme ça dans l'entreprise? Et la réponse, ça va être ça peut être oui, effectivement, c'est pas logique, c'est pas ceci, c'est aussi ça ce qu'on cherche dans cette d'apporter ces visions différentes. Alors, merci beaucoup. On a donc une dernière question de Mansour. Comme il est déjà 19h45, je vous propose de prendre cette dernière question. Et avant de lire la question de Mansour, je propose à tous les participants, si vous le souhaitez, dans la partie conversation, pour commencer donc à conclure ce webinaire, de nous dire peut-être en un mot ou en une phrase, qu'est-ce que vous avez retenu de ce webinaire et est-ce que ça a répondu à vos attentes? Voilà, donc la question de Mansour, je vais la lire parce qu'il me semble que votre micro ne fonctionne pas. Vous nous avez dit, donc, est-ce qu'il faut avoir des connaissances techniques dans le domaine pour la gestion de projet lors d'une mission? Et vous précisez personnellement, j'ai une expérience dans la gestion de projet de construction, mais je trouve des difficultés à trouver des postes pour d'autres genres de projets. Alors, est-ce qu'il faut avoir des connaissances techniques dans le domaine de la gestion de projet lors d'une mission? Je vous laisse répondre à cette dernière question. Édouard? J'ai peur de faire une réponse un peu de Normand, mais Oui. ça va toujours dépendre, c'est pas blanc ou noir, ça va toujours dépendre de la demande du client en fonction de sa problématique. S'il exige une compétence technique très précise sur un logiciel parce que c'est ce logiciel-là en particulier qui doit être implanté auprès des équipes dans l'entreprise, bah oui. Sinon, on va plutôt avoir tendance à à miser sur la capacité à coordonner peut-être des projets d'envergure, ou des projets avec, beaucoup d'interlocuteurs différents. Donc là, peut-être que le client cherchera à se concentrer plutôt sur, des projets similaires aux siens. En fait, ce que cherche un client au final, c'est, ce que le chef de projet, le consultant a déjà fait qui pourrait ressembler à ce dont il a besoin. Donc voilà, je pense que c'est de cette manière-là que je répondrai à la question. Il ne faut pas forcément avoir des connaissances techniques sur tout. Si on a déjà une expérience sur un logiciel et que et qu'un autre client a un même logiciel qui veut implanter, bah, dans ce cas-là, oui, il peut se baser sur sur cette expérience-là, mais c'est pas forcément tout le temps le cas. Donc Et c'est vrai pour répondre à Mansour, effectivement, dans des domaines techniques particuliers comme la construction ou le, où il y a vraiment des choses très spécifiques, ce qui va être valorisé, c'est cette expérience en construction, et sortir du domaine de la construction peut être un peu plus difficile pour aborder, pour être reconnu ou sur des projets un peu plus généralistes. Parce que ce qui va être valorisé, c'est l'expérience, dans le domaine en particulier, surtout quand c'est très technique.
Ok, super. Je vois que Samantha commente en disant que c'est très intéressant et instructif sur ce qu'est et doit être un consultant. Alors, merci à tous. Maïla, Oui. j'avais juste une petite remarque à faire pour la dernière personne qui avait cette question. Je crois que c'est Mansour, hein, parce qu'il avait envoyé un premier question. C'était que, en fait, Mansour, vous avez fait l'ingénierie civile et que après vous avez fait un master spécialisé en conseil, c'est ça? D'après ce que j'ai compris, hein. Et en fait, la difficulté, c'est de savoir comment vous pouvez, sortir un petit peu hem, de juste les projets de construction. Et pareil, je rejoins ce que disent les autres intervenants, c'est, demander voilà, si vous avez du conseil, essayez de chercher, de travailler, aussi avec, en interne pour pouvoir, travailler, sur des projets qui va pouvoir vous faire développer même au sein de l'entreprise ou, je pense que c'est quand même possible de partir dans d'autres domaines par la suite. Peut-être pas nécessairement dans du conseil, je ne sais pas, en digital, je ne sais pas. Après, Édouard, ton expérience ou des personnes qui ont déjà, avec un background spécifique, qui peuvent, sortir, c'est parce que le consulting, c'est quand même très transversal, hein. Allô, allô? Édouard, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, ouais. Je disais que Excuse-moi. est-ce que c'est une impossibilité de passer d'un métier où on est, ingénieur civil, on a fait un master spécialisé conseil, on n'est quand même pas non plus, contraint de rester toujours dans le métier de conseil en bâtiment. Il y a peut-être, de construction, il y a peut-être d'autres ouvertures qui sont possibles, hein. Non, Il y a des passerelles. oui, oui, effectivement, bah, déjà, il y a le fait d'en avoir déjà fait, déjà de la gestion de projet. Donc déjà, ça, c'est une première expérience qui peut être valorisée et puis après, il faut réussir à se baser sur cette expérience-là pour dire, que, bah, on a envie d'évoluer sur un autre secteur, un autre type de projet, de valoriser aussi, bah, l'expérience qui a pu être faite, heu, bah, ces expériences en gestion de projet précédentes et puis, je pense que voilà enfin faut vra à chaque fois de toute manière, quel que soit l'entretien qu'on pourra faire, avec une entreprise, c'est de valoriser ces expériences, ces compétences, s'appuyer réellement dessus et surtout pouvoir faire des parallèles entre son expérience et ce que l'entreprise attend et c'est le fait de créer des liens. Donc c'est comme ça que l'entreprise, verra que, bah, il peut être intéressant de voilà, de recruter Mansour pour, par exemple, voilà, sa problématique et que de toute manière la 2e compétence, transverse, on y revient, hein, de toute façon, c'est le savoir-être. Donc, c'est de dire: «Bon, bah, comment j'arrive à à transposer, Mansour avec mes équipes, par rapport à une problématique?» et puis après, bah, parfois le client, il peut demander des cas d'usage. Il peut dire: «Bah, voilà, Mansour, voilà, j'ai cette problématique-là, comment vous verriez la chose? Comment vous vous projetteriez? Qu'est-ce que vous apporteriez comme solution?» Mmh. et donc là, avec ces questions-là, bah, on demande à déjà être synthétique, à essayer de prendre de la hauteur sur le sujet, à dire: «Bah, moi je vois ci, je vois ça, on pourrait apporter ça» et aussi à poser des questions. Voilà, on y revient à ce que vous pouvez dire Laurent, hein, c'est capacité d'écoute, écoute active et reformuler la problématique. Si, le client voit qu'on cherche à partir tête baissée dans une solution, bah, peut-être qu'il va se dire: «Bon, bah, peut-être qu'il y a pas suffisamment de prise de hauteur», en reposant les questions, en reformulant la problématique, Mmh. en essayant d'ouvrir sur des champs que peut-être le client n'a même pas vus. Donc, voilà, c'est réussir à s'appuyer sur son expérience qu'on a pu avoir en tant que stagiaire, en tant qu'étudiant à Audencia, en tant que, chef de projet, dans la construction dans le bâtiment, par exemple et puis réussir à transposer ça avec ses qualités de synthèse, de reformulation, d'écoute Mmh. et aussi voilà de pédagogie. Enfin, il faut réussir à, pour pouvoir communiquer avec différentes parties, différents services, il faut réussir à être pédagogue dans, dans la manière dont on explique les choses et dans la manière dont on embarque les gens avec soi. Donc je pense que c'est important. Super. Mmh. Donc il y a plein Merci. d'échanges.
Alors, je vais vous laisser la parole à tous les trois pour le mot de la fin. Juste avant, je voulais vraiment vous remercier sincèrement, donc tous les trois, Béatrice, Laurent et Édouard, pour votre disponibilité, pour la qualité des échanges. On a abordé plein de sujets, vous avez tous rebondi sur ce qu'on dit les uns les autres. Et puis, je vois que les retours dans la partie conversation là sont très bons. Donc visiblement, ça a plu et ça a répondu aux attentes. Je voulais remercier aussi tous les participants pour toutes les questions que vous avez posées, votre écoute active aussi, on en a parlé. Donc j'espère voilà, sincèrement que ça vous a plu, que ça a répondu à vos questions. Donc il y aura le replay qui sera disponible également si vous souhaitez le diffuser, ce sera possible. Alors je propose peut-être à toi, Béatrice, de commencer sur le mot de la fin et puis ensuite on laissera donc la parole à Laurent et Édouard s'il y a un petit mot que vous voulez dire avant qu'on arrête ce webinaire. Écoutez, moi je parle d'expérience en tant que directeur de programme, avec un background aussi en compétences, hein, le développement de compétences. J'étais consultante carrière pendant très longtemps. Et puis le fait d'être international, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que quand on a une envie, on peut tout faire, hein. Et à l'international, on peut étudier la philo et devenir consultante. En France, c'est même pas vu, c'est pas fait comme ça. Donc en fait, c'est pas nécessairement ce sont des compétences qu'on va avoir, les hard skills qu'on va avoir dans des livres, dans des cursus, etc. C'est aussi inhérent à sa personnalité, etc. Donc je dirais à tous ceux qui veulent travailler en gestion de projet ou en consulting. Et comme je vous dis, mes étudiants qui viennent dans mon programme, qui sont juristes, avocats, chimistes, médecins parfois, et, voilà, ingénieurs qui disent, voilà, moi, je n'ai pas envie de rester dans ce domaine, j'ai envie d'évoluer. Tout est possible. Ils n'y croient pas au début, mais avec les formations, avec un accompagnement et aussi c'est une meilleure connaissance de soi. Ils acquièrent les compétences nécessaires pour y arriver. On en a plein avec Édouard, on en connaît plein qui ont réussi comme ça et c'est très valorisant. Donc il ne faut pas se retenir et puis on peut tout apprendre et il suffit juste de voir la volonté d'essayer de nouvelles choses. Merci beaucoup, Béatrice. Laurent, est-ce qu'il y a le mot de la fin pour vous, ce serait quoi? Bah, étant donné ma carrière, pour moi, le mot de la fin, ce sera tourné vers l'international et de vous dire que si vous avez envie de tenter une expérience à l'international, que ce soit pour quelques mois, que ce soit pour 1 an, 2 ans, voire toute une carrière, ce qui n'était pas prévu pour moi au départ, faites-le. Testez-vous, faites-le, tentez cette expérience parce que si vous ne le faites pas, vous aurez toujours le regret d'avoir et de vous dire ah à telle époque si j'avais su, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. J'aurais tellement aimé, j'ai rencontré des dizaines de gens au cours de ma carrière qui quand je revenais en France l'été en vacances qui me disaient oh, j'aimerais tellement travailler à l'étranger, j'aimerais tellement vivre en Asie. Ben, si vous avez envie de le faire, essayez et puis vous verrez. Si ça vous convient, eh bien vous l'apprécierez et vous donnerez le meilleur de vous-même. Et puis si finalement vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous convient pas tant que ça, au moins vous n'aurez pas de regrets. Mais essayez, tentez l'expérience. Tentez. Super. Et Édouard, pour vous? Bah, ça va faire un petit peu le lien effectivement avec ce que disait Laurent, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut ayez en tête, et c'est ce qui vous permet d'accepter les décisions que vous pouvez prendre chacun dans vos différents parcours de vie, c'est ayez conscience que vous prenez des décisions avec votre vérité du moment. Voilà, votre vérité du moment, elle évolue, elle change, c'est normal. C'est ce qui permet d'accepter, les directions qu'on prend, dans lesquelles on peut bifurquer, on peut revenir en arrière.
Et je pense que déjà, à partir de ça, ça nous permet déjà d'accepter les choix qu'on a faits. Et soyez surtout déterminés. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours été déterminé dans les choix que j'ai pu faire. Faut y croire. Parfois, faut y aller un peu le couteau entre les dents pour aller chercher ce qu'on veut. Mais voilà, c'est comme ça qu'il y a des gens qui le voient et qui nous font confiance également. On peut pas avoir la confiance de tout le monde tout le temps. Ça, c'est normal, hein. On peut ne pas nous suivre parce qu'on décide de pas nous faire confiance à la suite d'un entretien ou d'autre. Faut pas perdre la foi. Mais voilà, ayez toujours en tête que pour rassurer une entreprise, pour rassurer un client, parlez-lui de ce dont il a besoin, essayez de comprendre ce dont il a besoin, quel type de profil, quel type de méthodologie, voilà, et essayez de concilier votre expérience avec son besoin. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à créer des passerelles, à des liens avec ce client-là, parfois d'intégrer l'entreprise, de travailler avec. Et voilà, mais parfois, on ne peut pas toujours faire les bons choix, donc mais on l'a fait parce qu'on l'a fait avec notre vérité du moment, parce qu'on a cru que c'était, voilà, parce que c'est ce on croit en a cru, donc voilà, je dirais que c'est un peu mon mot de la fin, voilà. Mais en tout cas, merci pour l'invitation, un grand plaisir de partager avec les différentes personnes qui étaient connectées là et avec plaisir pour réitérer l'expérience. Absolument. Merci beaucoup, Édouard. Merci, Laurent. Merci, Béatrice, pour ces échanges très riches, Merci. pour votre disponibilité. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci pour les questions et votre participation active. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée.